Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de data tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse des sorts persistants proposés pour la saison 2021 du manuel du général. Gros changement au niveau des sorts persistants dans cette V3, ils se déplacent maintenant à la fin des phases de héros, de toutes les phases de héros, la vôtre et celle de votre adversaire, et il y a un système de contrôle qui a été mis en place, un peu comme le Bound qu'on connaissait chez les Séraphons, à savoir que le sorcier qui a lancé le sort persistant peut, s'il reste à 30 pouces de ce sort, le contrôler. Un sorcier ne peut contrôler qu'un seul sort persistant. Si vous avez plusieurs sorciers et plusieurs sorts persistants, vous allez systématiquement avoir leur contrôle, vous allez les déplacer à votre phase de héros et à la phase de héros de vos adversaires. Ce qui veut dire que tous les sorts persistants génériques offerts à toutes les armées ont vu leur létalité quand même diminuer parce qu'ils font littéralement 2 fois plus mal vu qu'ils impactent 2 fois. Il y a eu des gros changements aussi sur certains de leurs War Scrolls. Et les sorts qui appartiennent au Battletome, qui eux n'ont pas été modifiés, ont vu leur coût en points nettement augmenter, ce qui est logique parce que maintenant ils tapent lors des 2 phases. A noter aussi que les sorts persistants peuvent être conjurés à notre phase de héros et à celle de l'adversaire, et que la nouvelle règle qui est vraiment très bien, c'est qu'un sort qui a été conjuré ne peut pas être relancé à la même phase. Ce qui veut dire que typiquement, même autour de votre adversaire, vos prêtres et vos sorciers peuvent tenter une fois chacun de conjurer le sort de l'adversaire. Si ça passe, ça empêche l'adversaire de vous le remettre dans la tête tout de suite. Donc ils sont moins aléatoires dans leur contrôle, plus facile à gérer, Achille étant un sort persistant aussi, mais c'est toi qui le contrôle, voilà, il est à moins de 30 pouces de toi. Voilà. Donc c'est vraiment bien, c'est limité à 3 à 2000, je pense qu'on va en voir quand même beaucoup, il y en a qui sont très forts en termes de contrôle, il y en a qui sont aussi très bons en termes de létalité, et on a toujours les fameux tricks de mouvement du Lumbral Spell Portal ou du Lochon, ce genre de choses. Ils n'ont pas tous énormément changé, mais je pense qu'ils ont tous un vrai intérêt stratégique maintenant. Ils ne bloquent plus l'adversaire parce qu'on peut passer à travers ou passer au-dessus. On ne peut pas finir son mouvement dessus. Mais en termes de volume de dégâts que ça va apporter à tous les tours, c'est vraiment bien. Et encore une fois, ça rajoute de l'interactivité lors des 2 phases, entre les lancements, les conjurations et les déplacements. Et c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, déjà on va avoir 2 phases pour pouvoir justement les dissiper, à savoir aussi qu'un prêtre peut le faire, c'est-à-dire que ce n'est plus réservé aux sorciers. Donc il y a plus un petit peu de frustration, puisque aujourd'hui, soit on a un sorcier, soit on a un prêtre. Théoriquement, toutes les armées en sont dotées, et donc maintenant, que ce soit les prières persistantes ou les sorts, tout le monde est capable justement de les gérer. On a aussi une action héroïque qui permet d'en conjurer un, au cas où on n'a ni sorcier ni prêtre, ce qui je pense va être quand même assez rare. Mais si jamais c'est le cas, on peut le faire, notamment je pense aux Sons of Behemoth qui eux n'ont ni sorcier ni prêtre, ils peuvent le faire, donc ça c'est bien. Et la plupart de leurs valeurs de lancement ont été baissées pour qu'ils soient plus simples à lancer, certes, mais aussi plus simples à conjurer. On commence tout de suite par l'épouvantasme, qui coûte 65. Celui-ci est lancé sur une valeur de lancement de 6, à une portée de 12 pouces, et il sera donc placé justement entièrement dans les 12 pouces du lanceur. Celui-ci va aussi pouvoir bouger de 8 pouces maximum tout en volant, et on va avoir l'effet festin d'effroi. Les unités qui sont entièrement à 12 pouces ou moins de ce sort persistant ne peuvent pas recevoir d'ordre à la phase de déroute. De plus, si une unité qui est entièrement à 12 pouces de ce sort persistant rate un test de déroute, on ajoutera D3 aux pertes. Il est très fort. Alors, c'est un sort prédateur, donc tant que vous en gardez le contrôle avec le sorcier qui l'a lancé à moins de 30, c'est vous qui le déplacez. Donc, mine de rien, le fait de mettre les unités adverses entièrement à 12 va pas être si compliqué que ça. Encore une fois, notez qu'il bouge pendant les 2 phases, avec une valeur de lancement qui est relativement facile. Je pense que l'adversaire fera tout pour le conjurer, parce que empêcher de recevoir des ordres en phase de braverie, ça veut dire que concrètement, tu ne peux pas t'immuniser. Donc non seulement tu ne peux pas t'immuniser, et en plus tu vas perdre des figurines en plus. Donc il est très fort s'il n'est pas géré. On va voir que la plupart des spells de contrôle, je pense notamment aux fameuses chaînes qu'on verra tout à l'heure, ont un peu le même effet. Ils sont très bons. Maintenant, encore une fois, comme on peut le dissiper pendant les 2 phases, même en cas de double tour de notre part, l'adversaire a 2 opportunités de le conjurer, et s'il le conjure, on ne pourra pas le relancer. Donc c'est vraiment une menace qui est très dangereuse. Alors évidemment, quand tu joues des unités de une figurine, c'est pas très grave. Mais quand tu joues encore un peu de horde, parce que mine de rien, tu as envie de faire sur certains scénarios, il devient compliqué, vraiment très fort. Je pense qu'on va tout faire pour essayer de le conjurer. Même 3 mains de crochet, hein. Tu rigoles pas, hein, c'est sûr que quand on perd un D3 de plus, sachant que t'en as déjà perdu un à la braverie, oui, non, tu rigoles pas. Ouais. Ensuite, on passe au pendule de l'éther vide. Lui, il vaut 65 points aussi. Yes, il est invocable sur du 5, il est placé entièrement à 6 pouces ou moins du lanceur. La particularité, c'est qu'il va déplacer en ligne droite à de 8 pouces et il peut voler. Il va donner l'aptitude lame faucheuse. Après que ce sort persistant s'est déplacé, jetez un dé pour chaque unité dont une ou plusieurs figurines ont été survolées ou qui est à 1 pouce ou moins de cette figurine-là. On jettera un dé et sur un 2+, ça fera des 3 blessures mortelles. Alors, lui, il n'a pas changé dans son fonctionnement. C'est toujours un sort qui ne peut, entre guillemets, aller que tout droit. Maintenant, il va se déplacer 2 fois par round, une fois par tour. Sa létalité a baissé. On est passé de D6 à D3. Comme au final, il va le faire 2 fois, on revient sur une létalité qui est plus stable. 2D3, c'est meilleur en statistique qu'un D6. Avec, encore une fois, la particularité que celui-là, tu n'as pas le choix de son contrôle. Donc, ça nécessite
un minimum de projection sur son placement, parce que comme il pourra aller tout droit, si tu le places n'importe comment, il va taper une fois et après il ira tout droit dans la pampa. Voilà. Il est bien. Au niveau de son combat, il est cohérent. Encore une fois, mettre des 3 blessures mortelles à plusieurs unités à chaque phase, c'est quand même assez fort. Ensuite, on passe au rouage chronomantique qui lui passera sur du 6. Il doit être placé intégralement à 6 pouces du lanceur. Il vaut 45 points. Et il va avoir les mécanismes du temps. Quand ce sort persistant est placé, le joueur qui le contrôle doit décider s'il accélère ou ralentit le temps. S'il accélère, ajoutez 1 au jet de charge pour les unités qui sont entièrement à 18 pouces du sort persistant, à ennemi encore une fois. Et s'il le ralentit, les sorciers peuvent tenter alors de lancer un sort supplémentaire tant qu'ils sont à 6 pouces ou moins de ce sort. Alors, gros nerf de la partie accélération du temps. Avant, c'était pour toute la table. Et c'était plus de en course et plus de en charge. Maintenant, c'est entièrement à 18 pouces de lui, donc la bulle est quand même beaucoup plus restreinte, et ce n'est, entre guillemets, que plus 1 pour la charge. Donc l'aspect accélération est quand même nettement moins fort. À noter qu'il est passé de 80 à 45, donc il a aussi une belle ristourne, c'est la période des soldes, on en profite. La capacité, par contre, de ralentir le temps et de lancer des sorts supplémentaires pour tous les sorciers à portée de lui, ça, pour le coup, c'est quand même très fort. Dans des armées où tu as plusieurs sorciers, je parle même pas forcément que des héros, des unités qui vont être sorciers aussi, ça évite d'utiliser un Ether Quartz, par exemple, pour avoir à le faire. Il est vraiment très très bien pour ça. Avant, c'était un sort qui était très offensif, qu'on prenait dans pratiquement toutes les armées de rush, parce que les plus 2 en charge étaient vraiment très bien. Aujourd'hui, je pense qu'on le verra moins dans les armées de rush, parce que 45 points pour plus 1 à la charge me paraît un peu cher, surtout que si tu veux rusher l'adversaire, t'es en général pas forcément dans ses 18 pouces à lui, sachant qu'il se lance à une portée assez courte du sorcier. Par contre, en défensif, pour avoir un sort en plus sur toute ton armée, c'est quand même assez fort. C'est fort, puisqu'en fait, la plupart des sorciers du jeu, à part, on va dire, certaines pépites qui ont même des bonus pour lancer, lancent qu'un sort. En général, on va même chercher des sous-allégeances pour qu'ils puissent lancer un deuxième sort. Et là, on se dit que pour 40 et quelques points, ils vont pouvoir lancer potentiellement un troisième. Tout ça pour le prix d'une figurine. Tu vas quasiment multiplier par 3 ses intérêts de jeu. Ouais. Et en plus, les nouveaux sorts sont forts. Oui, les nouveaux sorts sont assez forts. Encore une fois, on voit que c'est bien qu'ils ont été limités, que tu ne peux utiliser que 3 Endless Spells dans ton armée, parce que quand on aura fini les 17 chartes d'unités, il y en a souvent 5-6 qu'on a envie de rentrer. Donc encore une fois, ça va induire des choix et c'est bien. Celui-là a été rééquilibré, un peu moins fort en offensif, un peu plus fort en défensif, c'est pas désagréable. Ensuite, on va passer au Vivsa Emerald qui lui passe sur du 6, il doit être placé intégralement à 6 pouces du lanceur, et il va pouvoir se déplacer de 8 pouces et pourra voler. Il va débloquer l'aptitude Abondance de soins. Après que ce sort persistant ait été placé et après qu'il se soit déplacé, le joueur qui a le contrôle peut choisir une unité à 1 pouce ou moins de lui et pourra alors le guérir de D3 blessures allouées à l'unité choisie. Ou alors, si jamais il n'y a aucune figurine qui a subi des blessures, il pourra tenter d'en ramener une à la vie si celle-ci a D3 points de vie. Le nouveau meilleur ami de tous les personnages, en fait, sorciers ou monstres, des Alariel, des Dagages, des Archaons. Pas Moratti malheureusement, parce qu'elle n'a pas le droit de se soigner, la pauvre. Mais globalement, il est quand même vraiment exceptionnel. On se rappelle qu'on a une action héroïque qui nous permet de se soigner de D3. Quand le sort va être setup, on va aussi se soigner de D3. Comme c'est notre tour, on va avoir le sorcier à portée de contrôle. On va le déplacer, on va à nouveau se soigner de D3. Ce qui veut dire que pratiquement n'importe quel personnage, pour les 60 points investis dans ce sort, pourra au moins une fois dans la partie se soigner de 3D3. Encore une fois, on voit bien que les gros personnages monstres ont un vrai bonus avec celui-là. Il est défensif. On va essayer de le garder le plus longtemps possible, mais mine de rien, tant qu'on va en garder le contrôle, même autour de l'adversaire, on pourra faire notre action héroïque, se soigner de D3, et se servir de ce sort pour à nouveau se soigner de D3. Ça va donner un certain tanking et une belle résilience à encore une fois, des Nagash, des Archaons, des Alariel. Ça reste des dieux, ça reste des grosses figurines emblématiques, même Vordrai ou ce genre de choses, qui vont durer encore plus longtemps sur la table, parce que ça vient se rajouter, encore une fois, on disait à l'action héroïque, il est vraiment très fort celui-là. Ensuite, on va passer au Geminid d'Ul Gish, je voulais le faire, celui-ci coûte 80 points. Yes, il est lançable sur du 6, il doit être placé intégralement à 9 pouces du lanceur, il est considéré de 2 parties qui ne peuvent jamais être éloignées de plus de 6 pouces et on va avoir les vrilles d'ombre et de lumière. Après que ce sort persistant s'est déplacé, jetez un dé pour chaque unité dont une ou plusieurs figurines a été survolées par ce sort et qui est à 1 pouce ou moins de lui. Sur un 2+, elle prendra une blessure mortelle et 2+. Si une blessure mortelle causée par cette aptitude est allouée à une unité, celle-ci ne peut donner ni recevoir d'ordre jusqu'au début de la prochaine phase de combat. Sous-entendu, phase de mouvement, on fait nos vérifications. On n'a pas le droit donc d'utiliser d'aptitude de co à la phase de mouvement, à la phase de tir et à la phase de charge. Donc on ça peut se traduit pas par quoi? potentiellement relancer une charge, on peut pas utiliser le déchaîner les enfers pour faire un tir de contre-charge, on peut pas utiliser le redéploiement pour bouger, on peut pas se buffer en phase de tir en se donnant attaque totale pour avoir le plus 1 pour toucher. Alors il est assez cher. Il y a le garde-fou de dire que tu peux toujours faire 1, donc tu as quand même 16% de chance que ça ne fonctionne pas. Et il faut que la blessure mortelle soit allouée, c'est-à-dire contre les unités qui ont une protection à 4+, ou à 5+, ils ont quand même une bonne chance de l'annuler. Mais mine de rien, celui-là, plus l'épouvantable qu'on a vu tout à l'heure, tu as quand même eu une gestion des capacités de ton adversaire à donner des ordres à ces unités clés, qui est quand même assez appréciable. Il est quand même, je pense, un tout petit peu cher,
pour une létalité qui est inexistante. Il sert principalement à bloquer les aptitudes de co de l'adversaire, mais parfois ça peut faire la différence sur un gros pack de tireurs de l'empêcher de te faire un Overwatch. C'est un jeu d'ordre, Pride, tu sais. Je vais te le dire beaucoup pendant les 25 prochains mois. C'est un jeu d'ordre. C'est possible. Ensuite, on enchaîne avec le Maelstrom Malveillant qui vaut 65 points. Yes, il va être lancé sur un 5, il va être entièrement à 6 pouces du lanceur, il va pouvoir bouger de 8 en volant. On va avoir la détonation morbide, puisque quand ce sort persistant est placé, on va mettre un petit D6 à côté de lui, sur la face de 1. À chaque fois qu'un sort est lancé dans un aire d'effet, on va incrémenter ce dé de 1. Ensuite, à chaque fois qu'une figurine est détruite dans un rayon de 12 pouces, on va incrémenter ce résultat de dé de 1. Et à la fin de la phase de combat, on va jeter un dé, et si le résultat du D6 plus justement du dé sur lesquels on a fait tourner les faces, donne 10 ou plus, alors toutes les unités à 12 pouces prendront D3 blessures mortelles. Alors c'est un bon blast, mais le problème en fait de ce Endless Spell, qui est quand même passé de 20 points à 65, même si son mécanisme a un peu changé, c'est qu'en fait il ne va impacter qu'une fois. Je pense que tu vas réussir à le faire détonner pratiquement au tour où tu l'as posé, parce que si tu lances quelques sorts à côté et que tu fais quelques morts, tu vas réussir ton 10+, entre le dé et le D6. La zone d'effet est cohérente, du 12 pouces, le D3 mortel, c'est toujours bon à prendre, mais 65 points pour faire ça qu'une fois, quand tu rentres dans la catégorie de prix de bons spells de contrôle, comme on a vu, comme l'épouvantable, ou même de sorts qui, en termes de dégâts purs, on verra le soleil violet tout à l'heure, font juste statistiquement plus mal. Ça n'a jamais été le meilleur Endless Spell, et malheureusement, je pense que pour cette saison-là, il restera encore un peu en dessous des autres. Après, il a un burst potentiel une fois. On verra la tête enflammée tout à l'heure qui fait à peu près la même chose, mais elle vaut 20 points. Donc 65 points pour faire ça, je trouve ça un peu cher payé. Yes, on va ensuite passer à la palissade prismatique qui lui se lance sur du 5, qui doit être mis entièrement à 6 pouces, donc c'est peut-être un petit peu plus gros à placer. Et on va avoir la lumière aveuglante. La visibilité entre deux figurines est bloquée sur une ligne droite imaginaire tracée entre les deux points de deux figurines. Mine de rien, ça protège quand même pas mal de pratiquement tous les tirs qui ont besoin de ligne de vue. Il n'est pas si facile que ça à placer. Vu la largeur de la palissade, on ne pourra pas non plus protéger les trop grosses unités ou les trop gros socles. Maintenant, c'est quand même un outil de défense contre le tir. Il a perdu son effet -1 qu'il avait avant. Il est cohérent par rapport à son coût en points de 40 points. Voilà, c'est pas trop cher payé pour cet effet-là. Il y a des armées, notamment, je pense aux Sylvanettes, qui peuvent déjà se protéger avec leur forêt, où il va y avoir des zones entre deux fois où l'adversaire pourra tirer. Tu peux te servir de ça pour faire vraiment un vrai bunker de tir. On rappelle aussi qu'il y a un sort générique accessible à tous les sorciers qui transforme un décor en forêt Sylvanette. Donc on peut vraiment créer des zones où on ne pourra pas nous tirer dessus, sauf si l'adversaire téléporte derrière ou tire sans ligne de vue. Mais honnêtement, pour son coût en points, il est pas mal. Et il y a les garde-fous de ne pas réussir à bloquer un arcaon derrière ou ce genre de choses. Donc je trouve ça quand même assez bien. Ensuite, on passe à un des sorts les plus iconiques de l'univers de Warhammer, parce que même du temps de Warhammer Battle, cette salope de sorcière elfe noire avait son petit soleil violet. Il vaut 70 points. Il est lançable sur du 8. Par contre, assez dur à lancer. Il doit être placé intégralement à 6 pouces. Il peut se déplacer de 8 pouces et il peut fly. On va avoir la mort manifeste. À la fin de la phase de héros, avant de déterminer le contrôle des sorts persistants prédateurs, jetez un dé. Pour ce sort persistant sur 5+, ce sort persistant devient sauvage jusqu'à la fin de la bataille. C'est-à-dire qu'il va sortir du contrôle, justement. Ça, c'est fun. Après que ce sort persistant s'est déplacé, jetez un dé. Pour chaque unité dont une ou plusieurs figurines ont été survolées par le sort, ou alors qui sont à 1 pouce ou moins de lui, on va jeter un dé. Sur un 1, rien ne se passe. De 2 à 5, ça sera D3 blessures mortelles. Et sur un 6, ça sera D6 blessures mortelles. Donc déjà, en termes de létalité, il est quand même très correct, parce qu'on a parlé, par exemple, du Maelstrom tout à l'heure, qui lui faisait D3 mortels une fois, lui il fait D3 mortels à tous les tours. Il peut potentiellement, sur un 6, faire l'effet qui se coule de te faire des cibles et sur mortels. Donc en termes de létalité, c'est le plus puissant. Après, au niveau du fluff, c'est le sort ultime, le plus dur à lancer. Du coup, également le plus dur à conjurer, parce que 8, mine de rien, c'est pas si facile que ça d'aller le conjurer. Et même si tu le contrôles, sur un 5+, il peut t'échapper quand même. Donc c'est une vraie menace sur la table. T'as quand même, lui, intérêt à le lancer assez loin, parce que s'il commence à revenir chez toi, ça peut devenir le drame. Voilà, pour 70 points, il est très correct en termes de dégâts. Il fait quand même vraiment mal, il a un bon gros socle, il se dépasse bien, il va toucher beaucoup d'unités. C'est un bon ajout à pratiquement toutes les armées qui, par exemple, pouvaient pâtir d'un manque de blessures mortelles. Il y a quand même beaucoup de grosses sauvegardes aujourd'hui dans la V3, notamment toutes les unités qui ont des sauvegardes à 3, qui peuvent être mis à couvert, avoir des saves à 2, ou avec l'aptitude de commandement qui donne plus en sauvegarde. Tu as quand même besoin d'avoir un certain volume de mortels, ce sort te les apporte. Yes, est-ce que finalement, sa valeur de mouvement de 8 et le fait qu'il doit être intégralement placé dans un rayon de 6 pouces, et que tu peux le perdre, comme tu l'as dit, sur du 5, n'auto-inclut pas un spell portal? Alors, tu peux t'en servir avec le Lombra Spell Portal. On verra qu'il a un petit peu changé. C'est-à-dire que le Spell Portal, maintenant, quand tu vas déplacer un Endless Spell à travers lui, le Endless Spell ne se redéplace pas derrière. Donc, il faut quand même avoir un plan sur plusieurs tours. Et tu as raison, la portée de lancement est assez courte et la portée de déplacement n'est pas non plus exceptionnelle. Donc, je pense que tu ne le lances pas T1. Parce que si tu le lances T1 et qu'il t'échappe... Et c'est surtout que tu avances, toi, après. Ouais, t'es pas combattu. Du coup, t'avances pas. Hein. Ou alors, mère morte, tu vois. Tu fais le tour. Mais il est quand même très fort.
tous les sorciers qui peuvent se téléporter ou qui peuvent faire des frappes en profondeur, je pense par exemple au Lore Seeker, qui sera très content de le placer au milieu de l'armée de l'adversaire, le volume de dégâts à toutes les phases de héros, il est quand même assez conséquent. Et si par exemple tu enchaînes un double tour avec ce sort-là, ton adversaire a peu le temps de se redéployer entre-temps, il va commencer à prendre un volume de blessures mortelles qui est conséquent. Et c'est vrai que, comme tu le disais, si jamais t'as pas de sorcier en face, même s'il existe une action héroïque qui va te coûter un PC sur du 4+, qui va te coûter des 3 points de vie, et ainsi de suite, là, le fait de te dire, je vais tenter de même pas réussir à le dissiper à hauteur de 45%, c'est compliqué. Ah, il est dur à contrôler, il est dur à dissiper, il est moins idiot qu'avant, parce qu'avant c'était vraiment la loterie. Tu retirais la figurine. Tu jetais des 6, tu retirais la figurine, des fois il faisait rien, des fois il était beaucoup trop fort. Là, il est quand même globalement fiable, parce que le D3, on sait ce que ça fait en termes de volume de dégâts, et mine de rien, pour 70 points, c'est un coup, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tout a augmenté quand même en termes de prix. Mais je pense que lui, tu peux essayer de le rentrer dans beaucoup de listes qui seront contents de le prendre. À noter aussi que lui fait quand même encore assez mal par rapport aux autres Endless de dégâts qui ont été baissés, et que combiné avec certains Endless de Battle Tom, qui eux n'ont pas été baissés, mais qui ont vu leur valeur de coût en points augmenter, tu as maintenant des Endless qui valent plus cher que 100 points, ce qui avant était le plafond de verre. C'est-à-dire qu'unité en fait. Voilà, maintenant tu as des Endless qui valent très cher. Tu peux te retrouver avec 200 ou 300 points d'Endless dans ta liste. Par contre, à chaque phase de héros, tu fais quand même très mal à la BM en zone. Il est pas mal du tout. Yes. On va ensuite passer aux épées vives argent qui vont passer sur du 6, doivent être placées à 6 pouces qui bougeront de 8 et pourront voler, et qui vont débloquer l'aptitude lame dansante. Après que ce sort persistant s'est déplacé, le joueur qui le contrôle peut choisir une unité ennemie de une ou plusieurs figurines qui a été survolée et jeter 12 dés pour chaque 6, ça fera une blessure mortelle. Et de plus, on ne pourra pas tenter de jet de protection, c'est-à-dire d'insensible à la douleur, de jeter un dé pour chaque blessure subie et de l'annuler sur une valeur fixe contre ce sort persistant. Il vaut 90 points, donc il est quand même très cher, c'est le plus cher des sorts génériques pour 2 blessures stats fixes. Ce qui est agréable avec ce sort, je pense qu'il est quand même un tout petit peu cher, mais ce qui est agréable, c'est que l'adversaire ne peut pas ward en fait, ne peut pas faire de protection. Donc, logiquement, sur 12 dés, c'est quand même une grosse variance de dés que tu vas faire tes 2-6, pour le coup, t'en jettes assez pour que ce soit assez stable. Chaque tour, sa phase de héros est la tienne, sur un personnage un peu pénible, un Fungoid Kev Shaman qui a une protection à 4 ou Indrasta, ce genre de choses, c'est 2 PV, 2 PV, 2 PV, 2 PV. Je pense qu'il est assez pénible. Voilà, je pense qu'il est assez pénible. Maintenant, 90 points, je le trouve très cher. 20 points de plus que le Soleil Violet. Alors, plus stable et moins risqué parce qu'il ne peut pas te revenir dessus, parce que tu vas garder le contrôle. Je trouve quand même un peu cher. Ensuite, on va passer au sort de Gur, puisque ça tombe bien dans la saison d'ailleurs de Gur, avec la mâchoire de Ravenak, qui lui coûte 55 points. Yes, il va être lançable sur du 6, bouger 2-6, et il va se déplacer d'un maximum de 3d6. Allez, après que ce sort persistant s'est déplacé, le joueur qui le contrôle peut choisir une unité dont une ou plusieurs figurines ont été survolées et jeter autant de dés que la valeur de mouvement du sort. Et sur chaque 6, ça fera une blessure mortelle. Alors, statistiquement, il va bouger entre 10 et 11. Donc, au final, c'est comme les épées. Tu vas globalement faire 2 blessures mortelles. Pour 35 points de moins, la différence majeure, ça va être le fait que il va un tout petit peu plus loin. Et lui, tu peux utiliser une protection. Franchement, le fait d'utiliser une protection pour 35 points, je pense pas que tu aies envie de le payer tous les jours. Donc, si tu as envie de ce type de sort relativement fiable, on va dire, même si la variance sur 3d6, ça peut parfois être un peu what the fuck. Globalement, tu vas faire tes 2 BM, je pense que tu n'as pas envie de payer 35 points de plus pour empêcher des protections. Il a un plus gros socle, donc mine de rien, il va quand même un tout petit peu plus loin aussi, sur la stat des 3d6. Je pense qu'il est un peu au-dessus des épées. Maintenant, encore une fois, le problème, c'est que tu le mets en comparaison avec le soleil, qui, en termes de létalité, ou même le pendule, sont quand même plus stables et meilleurs. Donc je pense qu'on le verra pas très souvent. Ensuite, on va avoir l'entrave des âmes, qui est un sort persistant qui est en fait 3 figurines, à savoir que celui-ci va se lancer sur 2 sets, que n'importe quelle partie doit être placée à l'intérieur de 12 pouces du lanceur, et que ces chaînes-là devront systématiquement être à 3 pouces les unes des autres. On va avoir en route pour la grande oubliette. Les unités à 6 pouces de ce sort persistant ne peuvent pas courir ni tenter de charger. De plus, au début de la phase de mouvement, jetez un dé pour chaque unité à 6 pouces ou moins de ce sort persistant, et sur un jet de 6, l'unité prendra tes 3 blessures mortelles. Sort extrêmement fort, peut-être celui qui apparaît aujourd'hui comme étant le plus source de craquage potentiel. Son plus gros problème vient du fait qu'il se lance à 7. En fait, il se conjure à 8. Donc il n'est pas si simple à conjurer que ça. Et je pense que si tu le conjures pas, tu peux perdre des parties juste à cause de son effet qui est quand même extrêmement fort. Et rage kit. Oui, parce que pour le coup, celui-là, il fait mal. Heureusement que tu as une aptitude d'action héroïque qui permet de tenter de le conjurer si tu n'as pas de sorcier, sinon c'était instant lose sur certains scénarios. Il faut voir quand même que donc tu places les 3 socles à 3 pouces et tu as 6 pouces de chaque côté. Donc tu as une zone de 15 pouces en diamètre, ce qui prend une place énorme sur une table dans laquelle tu ne peux pas charger. Alors les armées de tir bien cachées au fond vont se régaler avec ce sort-là. Si l'adversaire échoue à le conjurer, il peut perdre une phase complète de charge et donc de corps à corps. Il est trop gros pour être contourné. Même les unités les plus mobiles du jeu vont quand même galérer à passer autour. Moi, le gros problème, c'est la valeur de lancement. En fait, il serait lancé à 4.
serait dit, est-ce que tu as envie de payer 65 points pour un sort que ton adversaire va dissiper comme ça? Ok, ça va lui coûter une dissipation potentielle ou ce genre de choses, mais c'est pas si grave. Là, le problème, c'est que tu as plus d'une chance sur deux de rater ta conjuration, Ouais. à moins d'avoir une conjuration automatique, mais tout le monde n'est pas Teclis ou un duc du changement, et tu perds la game instant en offrant une phase de tir supplémentaire gratos à ton adversaire sur ce sort-là. C'est pour l'instant de Endless Spell celui qui me fait le plus peur parce qu'il est quand même soumis au craquage statistique. Et on disait dans la vidéo, on a parlé des tactiques de bataille, il y a plein de choix, il y a plein de réflexions. Et des fois, ça n'a juste pas marché parce que tu vas pas réussir à faire 8 sur 2D. C'est pas le genre de mécanisme que j'apprécie. Heureusement, il n'est pas non plus gratuit, 65 points. Il y a des fois, il va te servir à rien parce que ton adversaire a des très bons conjurateurs et à chaque tour, il va te le faire sauter. Et des fois, tu vas tomber sur le pauvre gars qui va pas réussir à te le conjurer, il va perdre instantanément à cause de ça. C'est pas le genre de mécanisme que j'adore. Dans une version qui est beaucoup plus mature et beaucoup plus réfléchie, celui-là paraît un peu comme craqué. Ensuite, on va passer au rat de charnier suffocant qui vaut 50 points. Yes, lui, il va être placé entièrement à 6 pouces de lanceur et va être lancé sur un 6. C'est un sort prédateur qui peut donc bouger de 8 et voler et qui a l'aptitude de traîner dans la tombe. Après que ce sort persistant s'est déplacé, pour chaque unité dont une ou plusieurs figurines ont été survolées par le sort, jetez autant de dés que le nombre de figurines de l'unité concernée. Et pour chaque 6, ça sera une petite BM. Bah, si on le compare, par exemple, au mâchoire du Ravenark, à 5 points près, c'est quasiment le même sort. Lui, il est plus fiable dans son déplacement. Et au nombre de BM qu'il va mettre, si tu joues contre de la Horde, il est meilleur. Si tu joues contre que des multiple small units, il est moins bon. Donc, vraiment, les deux sorts vont dépendre globalement du méta. Et est-ce que tu as envie, de toute manière, de dépenser, encore une fois, 50 points pour ce type de sort? Je pense pas. On vient de parler d'un sort qui, pour 15 points de plus, t'empêchait de jouer. Ou de charger. Il y a des armées qui chargent pas. Voilà. Mais globalement, quand tu vois, par exemple, le Soleil Violet, ou les sorts persistants de tes Battletomes qui maintenant font systématiquement plus mal parce qu'ils étaient conçus pour la V2 et appliqués en V3, ils tapent dans les deux phases et eux ils mettent quasiment tout le temps des 3, ils sont quand même globalement plus forts que ça. Avant, ce sort servait aussi à se protéger, tu avais des effets contre le tir, tu les as perdus. C'est on va dire, énième sort prédateur qui met des BM. Alors si tout le monde jouait de la Horde et des gros packs, mais c'est quand même pas très V3 de faire ça, il aurait été ok. Là, je pense que du coup, il est un peu faible. Yes. Ensuite, on va passer au crâne incandescent qui lui passe sur du 7, doit être intégralement à 6 pouces, bouge de 8 et pourra voler. Après que ce sort persistant s'est déplacé, s'il y a une ou plusieurs unités à 1 pouce ou moins de lui, on jette un dé et sur un de plus, elle prendra D3 blessures mortelles. Et ce sort est instantanément ensuite retiré du jeu. C'est une petite boule de feu mobile, en fait, c'est le sort typique de Donjons et Dragons, de la boule de feu animée. Il vaut 20 points, il vaut quand même très peu cher. La question, c'est si tu as 20 points dans une liste, est-ce que tu tentes pas d'aller chercher ton triomphe en jouant à 1980 et en te disant peut-être que mon adversaire à 1990, j'aurai mon triomphe? Je pense que c'est mieux de faire ça. Après, honnêtement, pourquoi pas? Ça te rajoute une fois un petit D3 BM, tu peux le relancer de manière assez fréquente. Il peut absolument pas te revenir dessus. Il vaut son coup en points. De là à dire que c'est un choix pertinent, je le dirais pas forcément. Yes, mais valeur de lancement de 7 versus une Arcade Ball qui, pour rappel, a changé le mécanisme de jeu puisque maintenant il va se lancer sur du 5 et il va faire soit une, soit D3 mortels si on est dans un rayon de 3 pouces. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Si tu peux en lancer deux. Voilà, ah oui, c'est ça, si tu peux en lancer deux. Alors, le petit sorcier qui lance plusieurs sorts, la Cactalar qui a pris son Nether Quartz, elle peut te mettre les 2D3 BM. Encore une fois, il vaut pas très cher. 20 points, tu peux le rentrer. Le problème, c'est qu'il rentre en opposition au triomphe et que assez souvent, on va tenter le grid d'aller chercher le triomphe, je pense, plutôt que de prendre ça. Mais il est cohérent par rapport à son coup en point. Ensuite, on passe à un autre sort iconique qui est le portail pénombral, l'ancien Umbral Spell Portal, qui lui coûte 70 points. Yes, il est constitué de 2 parties, il se lance sur un 5. On va devoir le placer entièrement à 18 pouces, et donc les 2 parties. On va avoir passage ésotérique, puisque une fois par tour, si un sorcier lance avec succès un sort à 1 pouce ou moins de ce sort persistant, la portée, la visibilité et l'effet du sort peuvent être déterminés à partir de ce sort persistant au lieu du lanceur. De plus, une fois par tour, quand un sort persistant prédateur à 6 pouces ou moins de ce sort persistant est choisi pour se déplacer, le joueur qui contrôle le sort persistant prédateur peut le retirer du champ de bataille et le déplacer à 6 pouces ou moins d'une ou d'une autre partie justement de ce petit sort-là. Alors, il va un tout petit peu moins loin qu'avant. Parce qu'avant, tu plaçais le premier et le deuxième à Wally Within 18 du premier. Donc, avec les distances, tu pouvais gratter 3 pouces. Maintenant, c'est terminé. Globalement, ça augmente quand même de 18 pouces la portée de tous tes sorts. Le nouveau wording est extrêmement clair, notamment sur les sorts à zone d'effet. Où avant, il y avait quand même toujours un doute. Est-ce que le sort n'était pas quand même lancé depuis le lanceur? Est-ce que tu ne mesurais que la distance et la ligne de vue? Maintenant, c'est clair, c'est que tu mesures tout depuis l'autre extrémité du portail. Donc, par exemple, le sort de blast de zone de Teclis ou du Warsong des Sylvanettes, il va quand même 18 pouces plus loin, donc il fait quand même très très mal. 70 points, ça reste un coup qui est cohérent.
Après, c'est comme les abîmes, quoi. Quand tu regardes trop à l'intérieur, les abîmes regardent vers toi aussi. C'est pareil. Tu le mets C'est pas. beau ce que j'ai dit, putain. Tu le mets pas face à Teclis, parce que si tu le mets face à Teclis ou à Nagash, il te refait la même de l'autre côté, quoi. Donc t'aimes pas trop. Il va toujours rester. Je peux pas trop faire. Mon Dieu, il va toujours rester auto-include dans toutes les listes avec des gros magiciens ou des sorts très forts à courte portée. Nagash en a besoin pour sa main de poussière, Teclis en a besoin pour son blast global. Ça reste un très bon sort qui est à 70 points, relativement facile à conjurer aussi. Donc à pas le placer n'importe comment, parce que si tu l'as déjà au début de la phase, ton adversaire peut très bien te le conjurer et t'as l'air bête parce que tu peux pas le relancer, c'est bien écrit dans les règles. Donc il va surtout servir la fois où tu vas le placer pour la première fois pour mettre ton blast, mais tu vas pas à tous les tours envoyer un barrage magique bien caché au fond de ta forêt, parce que je pense qu'au bout d'un moment l'adversaire va te le conjurer et tu pourras pas le relancer, ça fonctionnera qu'un tour sur deux. Voilà, il est très cohérent par rapport à son coup en point, il est bien équilibré, il est très bon. D'accord. Déjà, la première chose, c'est que je donne des cours de mime par rapport à ce que vous venez de voir. Et la deuxième chose, je trouve que là où il est encore très intéressant, c'est qu'avant, il fallait mettre la première partie dans un rayon court et la deuxième partie plus loin. Là, tu vas pouvoir faire de la triangulation. C'est-à-dire que je vais te le mettre à 18 pouces de toi, mon copain sorcier, et je vais mettre l'autre à 18 pouces ici. Et si on se touche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est ici, mon pote. Tu vois? Et je trouve que ça, c'est intéressant. Avant, tu devais le paquer tes sorciers, et maintenant, tu vas pouvoir les jouer en triangulation. Et ça, je trouve que c'est assez chouette. Ensuite, on continue encore avec un sort persistant qui est constitué de 2 parties. C'est le pont de Hurlam, qui vaut 70 points. Yes, ce sort persistant est convoqué grâce à un sort qui a une valeur de lancement de 6 et qui a une portée de 18 pouces. Si lancé avec succès, placez les 2 parties entièrement à 18 pouces donc. Passage mortel au début de la phase de mouvement. Le joueur dont c'est le tour peut retirer du champ de bataille une unité qui est entièrement à 6 pouces d'une des 2 parties et la faire revenir à 6 pouces de la deuxième partie, mais avec la contrainte de devoir être à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Et il est bien évidemment précisé qu'une unité n'aura pas le droit de se déplacer ou de courir, justement, à la phase d'après. Alors, il est même un peu meilleur que ce qu'il était avant, parce qu'avant, c'était quand il était empowered qu'il était à 18. Maintenant, il est à 18 tout le temps pour tout le monde. Donc, il n'y a pas que les cosses qui vont pouvoir se la péter avec leur sous screen bridge à 18. Maintenant, c'est 18 pour tout le monde. Après, il est bien wardé. C'est entièrement à 6 d'un côté. Même si le socle est assez gros, je pense que tu peux embarquer pratiquement l'unité que tu as envie. Mais Marcaon a un socle final un tout petit peu plus petit que 6 pouces, donc il peut passer. Le jump de 18 est quand même très appréciable. Avec les restrictions classiques, tu dois être à plus de 9 de l'adversaire. Voilà, donc tu as une charge qui n'est pas forcément facile derrière. C'est quand même majoritairement utilisé pour mettre des unités de tir à portée, ceux qui ne tiraient pas déjà à 48. Voilà. Il est bien, il vaut 70 points, il va rentrer en concurrence avec l'Umbral Spell Portal dans la plupart des listes de tireurs ou de magie. C'est un très bon spell. Yes, et il est plus équilibré aussi puisqu'on peut passer à travers. Ensuite, on va avoir le prisme de Valagar qui vaut 70 points. Yes, il est lançable sur du 5. Il va être placé entièrement à 18 pouces, mais les 2 parties ne doivent pas dépasser justement 12 pouces d'écart. Au niveau justement de son déplacement, ce qui va se passer, c'est qu'on va retirer un des 2 justement éléments et le remplacer toujours à 12 pouces. Donc ça va être assez intéressant. Ça va pouvoir faire comme les pierres justement des Orboros pour les joueurs de War Machine, où en fait, en gros, on va pouvoir justement placer, enlever celui-là, le placer là, enlever celui-là, le placer là, et ainsi de suite. Il y a quand même des choses à faire avec. Et l'aptitude va être piège à drain d'âme, qui est que si une unité est traversée par un point entre justement les 2 éléments du sort persistant, alors son mouvement sera divisé par 2. C'est un très bon sort, voilà, avec un très bon effet de contrôle. On voit qu'il y a quand même une petite trilogie de Endless Spell, les Geminides, les Shackles, et celui-là où l'adversaire va quand même plus pouvoir faire grand-chose, pas courir, pas charger, mouvement divisé par 2, pas trop utiliser d'aptitude de commandement, ou alors l'Horrorghast, la tête de Nagash. C'est un bon sort, qui vaut son coup en point, qui se déplace, comme tu as dit, de manière assez unique, et c'est assez intéressant de voir ce que tu peux aller faire avec, et qui va orienter un gameplay assez défensif, parce que tu cloues quand même bien ton adversaire sur place, parce que ça va quand même assez loin. Il est facile à dissiper. Il est facile à dissiper, voilà, encore une fois, c'était le petit défaut que les Shackles n'avaient pas. Donc lui, il est très équilibré pour ses 70 points. On voit qu'il y a quand même beaucoup de bons Endless Spell. On a quand même un peu envie d'en rentrer plus de 3, donc c'est bien qu'il y ait la limite de 3. Il va y avoir des choix à faire, celui-là est bien. Voilà. Ensuite, on va passer au Lochon, il vaut 55. Il est lançable sur du 6, il va avoir une portée de 6 pouces. C'est un sort prédateur qui peut se déplacer jusqu'à un maximum de 18 pouces. Il va avoir le prix des âmes. Avant que le joueur qui le contrôle déplace ce sort persistant, il peut choisir un sorcier ami qui est entièrement à 3 pouces ou moins de ce sort persistant et retirer le sorcier du champ de bataille. Après que ce sort persistant se soit déplacé, replacer le sorcier à 3 pouces de sa nouvelle position. Après avoir replacé le sorcier, celui-ci subira une blessure mortelle et le sorcier ne pourra plus bouger jusqu'à la fin du tour. Alors le bon garde-fou, c'est la restriction des 3 pouces, parce que si ça avait été 6, ça aurait été totalement abusé d'emmener des Archaons ou des Nagash sur ce genre de sort-là. La restriction de 3 pouces rend le sort quand même nettement moins intéressant.
parce que t'as quand même pas tant de sorciers que ça sur des petits socles que tu aurais vraiment envie d'emmener près de l'adversaire, mais il y en a quand même un certain nombre. Voilà. Je pense par exemple, le Lore-Seeker, mauvais exemple, parce que lui, il y va tout seul chez l'adversaire. Mais par exemple, la Catalar, qui a une portée un peu courte, la petite Morathi, qui est pas toujours avec le sort qui lui permet de voler ou ce genre de choses, ça permet d'emmener des sorciers, et il y a certains sorciers qui ont des profils de corps à corps pas dégueulasses et qui ont des socles inférieurs à 3 pouces, ou des petites unités de sorciers qui peuvent très bien s'en servir pour y aller. La blessure mortelle est fluff, mais assez anecdotique que tu vas subir toi-même. Il est bien, il est équilibré, heureusement qu'il est entièrement à 3 pouces. Toute première fois qu'on m'en a parlé, on m'a dit il est entièrement à 6 et je vais emmener mon arc comme ça. J'ai ah mon dieu, et en fait c'est 3, donc ça va, c'est équilibré. Comme tu l'as dit, il y a les sorciers de corps à corps. Après, en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu avec ce sort, c'est que déjà, ils sont pas nombreux, ils tapent pas très fort, et au pire, les sorciers qui vont faire des proutes, justement, t'en as parlé, même de Teclis, même s'il fait plus de 3 pouces, il y a les Umbral Palace Portal pour ça. Par contre, on n'oublie pas qu'il y a des scénarios dans lesquels les héros rapportent plus de points. Et c'est là où je pense qu'une téléportation peut justement te permettre de marquer les quelques points. Le problème, c'est que, comme ça doit faire partie de ta liste, tu sais pas sur quel scénar tu vas jouer. Je suis d'accord avec toi. Après, ça va quand même assez loin, parce qu'en fait, tu retrouves un peu l'effet que tu avais avant sur les Umbral Spell Portal, à savoir que tu dois être à 3 pouces du sort, et tu dois finir à 3 pouces, mais de l'autre côté, exact. donc tu peux gagner 6 pouces. En fait, tu gagnes quasiment 24 pouces de portée. Tu as quand même des sorciers qui ont des sorts très puissant, mais avec un impact qui est relativement court. Par exemple, notamment, pour lancer un soleil violet. Tu peux pas lancer plus de 2 Endless Spell. Mais tu peux très bien avoir le Locon conjuré par un autre sorcier, t'en servir toi pour te téléporter, et balancer une pierre de Wish ou un soleil violet directement chez l'adversaire. Alors, encore une fois, ça fait beaucoup de contraintes, ça a un coût en points. Le Umbral Spell Portal est au-dessus de ce sort-là, mais je pense que tu as un certain type de liste avec quelques personnages bien spécifiques qui seront contents d'avoir ça avec, encore une fois, la bonne restriction de ne pas avoir des Archéons ou des Nagash qui vont bouger de 18. Avec ça, ça aurait été trop fort. Du coup, il est assez équilibré. Il ne peut embarquer que des sorciers, donc ça évite les blagues avec les persos de corps à corps vraiment trop forts qui partiraient loin. Ok. On a fait le tour des différents sorts persistants génériques. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a bien évidemment ceux des Battle Tom qui ont quand même vu leur camp en point grandement augmenter. Ce qui est assez rigolo, c'est que l'introduction de ce chapitre est le fait que les sorts persistants amènent un côté aléatoire et fun au jeu, même en match play. Or là, on est typiquement dedans. C'est-à-dire que avec toutes les restrictions qu'ils ont mis, les chaînes, fun... Ah oui, dans les chaînes, je suis d'accord avec toi. Mais disons qu'en fait, en gros, on va plus avoir de listes qui tournent qu'autour de ça et qui vont plutôt trixer, non pas sur le fait, en effet, de t'empêcher de charger sur un gros rayon, mais plutôt juste de te bloquer parce que, oh lol, sur cette table, il y a 2 ruines, résultat, je l'ai mis là, tu peux pas passer. Et ça, je trouve que ne serait-ce que ça va apporter quelque chose de sain au jeu. Ceux qui vont vouloir en jouer en joueront, mais il y aura plus de trucs complètement débiles. Ah, ça c'est très bien que tu puisses traverser un Endless Spell normalement, parce qu'effectivement, ça créait des situations qui étaient assez ubuesques où tu avais des trucs, t'étais bloqué par 3 Endless Spell avec des gros socles. Pour le coup, là, on les voyait, les Ravenark, parce que gros socle, et on voyait les pendules, et l'adversaire, il te bloquait chez toi, c'était pas le jeu, voilà, clairement. Donc ça a été enlevé par Games. Tu peux pas finir ton mouvement dessus, mais c'est normal. À la limite, au contraire, par skill, tu le mettras par anticipation. Tu bouges de 12, et ben c'est quoi mon grand, je le mets à 9, résultat, tu bouges de 8,5. Voilà, ça c'est bien, par exemple. Et puis mine de rien, ça contrebalance aussi les fameuses actions héroïques de heal de D3 qui, pour l'instant, on est tous très contents de les avoir parce qu'on se dit, ouais, nos gros personnages, ils vont rester longtemps. Je pense que dans 6 mois, on se dira, les gros personnages d'en face, ils sont restés trop longtemps. Donc mine de rien, leur mettre D3 à tous les tours, par exemple avec le soleil violet, ça annihile quelque part leur D3 de soins. Il n'y a rien de craqué pour l'instant, sauf les chaînes qui ne le sont pas si l'adversaire peut conjurer, qui le sont si l'adversaire ne peut pas, ou n'a pas de fiabilisation pour le faire, parce que l'effet est quand même extrêmement game breaker. Voilà, après, comme tu as dit, effectivement, on reviendra quand on parlera des factions sur des Endless Spells propres à chaque faction. Le fait de bouger à la fin de chaque phase de héros, donc le fait par exemple de pouvoir bouger 2 fois par round, pour le Taurus par exemple des Beast of Chaos, qui te fait taper en dernier, qui te met des 6 BM, c'est un up qui est énorme. Donc tous ces petits sorts de dégâts directs qui valaient 30-40 points sont à 90-110 aujourd'hui. Ceux-là sont très équilibrés encore une fois, il y a un panel qui est quand même assez large, ils ont repris Sweat Forbidden Power pour les intégrer dans les règles de base, rien à dire. Sans compter qu'encore une fois, la V3 nous amène vers un méta MSU monstre, peut-être l'Endless Spell, on va avoir des tables magnifiques. Et ça, c'est cool. Ne serait-ce que le fait de voir ton armée sur le plateau ou directement sur la table de jeu, avec les petits sorts, avec tout ça, tu vas vivre une vraie histoire, une vraie cinématographie au sein de la partie, même en compétitif. Et ça, je trouve que c'est super cool. Ouais, parce que la plupart, c'est quand même des belles figurines, avec des effets de peinture où tu peux complètement délirer. Ils sont globalement tous équilibrés, il y en a juste un ou deux. Les sorts de prédateurs de dégâts à 50-55 points sont pas folichons. Tout le reste est cohérent avec son coup en point. C'est une belle réussite. Yes. En tout cas, merci infiniment à toi, mon petit Pride, d'être venu justement parler des sorts persistants. Je le refais ou non? Il n'y avait personne cette fois-ci. J'espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Là où vous voit. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.